On n'a pas fini de bosser tout à fait. C'est vrai qu'on n'arrête pas. Beaucoup me disent qu'on ne s'ennuie pas au Forum des Interconnectés. Et c'est tant mieux parce que l'idée c'était de vous donner plein d'infos et plein d'inspiration pour que vous puissiez rentrer dans vos territoires nourris et enthousiastes. Donc on va poursuivre sur cette dernière séquence. On va travailler sur nos enjeux d'accompagnement des citoyens, de nos concitoyens. Et là on va faire un zoom. On va parler d'inclusion et de participation citoyenne comme on a décidé de le faire sur cette thématique à chaque fois, les deux thématiques en miroir et en complémentarité pour que le citoyen ne soit pas seulement quelqu'un à qui il faut apporter des services, mais aussi quelqu'un qui participe, qui est vraiment partie prenante de nos sujets. Donc, on a voulu zoomer cet après-midi sur la manière dont on peut articuler l'action locale et notamment sur les aspects de gouvernance et de financement. Peut-être un petit rappel des épisodes précédents. Depuis hier, on travaille beaucoup sur ces questions d'inclusion, d'électronisme. On a eu le plaisir de remettre le manifeste produit des travaux de la commission des élus à M. Cédric O, secrétaire d'État au numérique hier, qui a repris notre préoccupation sur la question de la gouvernance, sur la mise en œuvre opérationnelle sur le terrain. Ce matin, dans le cadre de la masterclass qui avait lieu juste à côté, certains d'entre vous ont pu commencer à travailler sur la déclinaison opérationnelle avec les nouvelles annonces Aidant Connect, la deuxième vague du pass numérique et puis cette future organisation et gouvernance locale. Donc là, l'idée, c'est qu'on puisse repartager ces aspects-là tous ensemble et tirer des pistes d'action et tirer aussi de l'action déjà des acteurs sur le terrain. Je pense notamment aux PIMS qui travaillent depuis de nombreuses années sur ces sujets avec ces hybridations, de pouvoir avoir leur retour sur la manière dont ça se passe de manière opérationnelle pour eux. Donc, pour aborder ce point, j'invite Margot Aptel, chargée de mission Société numérique, à nous rejoindre. J'invite aussi Adrien Devos du Hub Innora à nous rejoindre. Jean-Luc Duflot, responsable développement et usage du numérique, la communauté urbaine d'Arras. Juliette Lelay, directrice générale des PIMS. Et on peut tous les applaudir avec plaisir. Et Erwan Leluron, chef de projet Nouveaux usages services numériques à la métropole de Lyon. Vous avez vu, on a innové pour cet après-midi. On prend de la hauteur, on est sur des tabourets, histoire qu'on reste bien éveillé jusqu'au bout. C'est bon? Vous êtes prêts? Alors, déjà, merci de votre présence et de témoigner de vos travaux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la réflexion de cet après-midi se situe dans une suite de réflexions et d'actions qui ont déjà étayé nos 2 jours. Peut-être, Margot, je te laisse faire un petit rappel en quelques mots pour ceux qui nous découvriraient maintenant du contexte général de l'État et puis les annonces qui ont été peut-être faites et qui commencent à se mettre en pratique de manière à ce qu'on ait de nouveau le contexte général avant de zoomer sur nos pratiques de gouvernance et de financement. Oui, alors bonjour, donc, je suis Margot Aptel, je travaille au sein de l'Agence nationale de la cohésion des territoires dans un programme qui s'appelle Société numérique et qui porte notamment le déploiement du plan national pour un numérique inclusif qui a été lancé par le secrétaire d'État au numérique en 2018. Il y a essentiellement 4 actions dans ce plan. Le premier constat, c'était de dire qu'il y a beaucoup de structures qui accompagnent ou qui forment le public sur les outils numériques, enfin, de ce qu'on a appelé dans un mot un peu générique, des structures et des lieux de médiation numérique, mais ils ne sont pas forcément visibles et lisibles sur le territoire. Et donc l'offre n'est pas visible pour les citoyens qui sont en difficulté avec le numérique. Et donc de ce premier constat sont nés les hubs territoriaux pour un numérique inclusif, qui sont des têtes de réseau interdépartementales dont les missions sont de structurer ces réseaux de médiation numérique, ces réseaux de proximité qui sont en capacité d'accueillir et de former les citoyens sur le numérique.
et qui sont aussi, dont la mission aussi est de apporter un peu d'ingénierie et de modèles économiques pour ces structures qui sont parfois, qui ont parfois des modèles fragiles économiquement parlant. Je pense notamment aux petites associations, etc., qui accueillent du public, mais qui n'ont pas forcément des modèles économiques très stables. Et donc ça, c'était la première grande mission, c'était comment structurer l'offre. Et donc une des premières réponses, c'était ces hubs. Donc il y a 11 hubs sur le territoire actuellement, 5 millions d'euros de la Caisse des dépôts qui ont été mis au pot pour faire émerger ces 11 structures. Et puis je laisserai Adrien qui porte un hub expliquer un peu ce qu'ils font concrètement. Mais voilà, donc là c'était le premier grand chantier qui a démarré il y a maintenant 6 mois. Le deuxième constat qui a été fait pendant cette stratégie nationale pour un numérique inclusif, c'était de dire les personnes n'ont pas forcément l'occasion, enfin ça rejoint le premier, de dire ils ne connaissent pas l'offre et donc ils ne savent pas où se rendre pour aller se former sur les outils, être accompagnés sur les outils numériques. Et donc dans ce cadre-là, l'idée était de déployer ce qu'on a appelé le pass numérique. Et donc le pass numérique concrètement c'est comme un carnet de tickets resto qui donne droit aux citoyens à des heures de formation dans des lieux préalablement référencés dont on sait qu'ils sont en capacité d'accueillir et de former les citoyens sur les outils numériques. Donc le pass numérique, ce qui a été fait l'an dernier, il y a un appel à projet qui a été lancé par l'État de 10 millions d'euros pour cofinancer l'achat de ces passes numériques avec les collectivités territoriales. Donc là, ça c'est en 2019 et l'annonce qui a été faite hier par le secrétaire d'État, il y a un appel à projet qui a été de nouveau ouvert là, hier pour l'année 2020 de 15 millions d'euros, pareil à destination exclusivement des collectivités territoriales et de leurs groupements pour qu'elles puissent acheter des passes numériques. L'État cofinance 50% du montant d'achat de passes. Alors je fais juste une précision parce que c'est à souligner, c'est plus simple cette fois-ci. Hein, pour 1 euro investi, 1 euro de l'État. Donc ça, c'est la partie, ce 50%, il se traduit comme ça. Tout à fait. Je le souligne parce que je trouvais que c'était une bonne idée de le faire comme ça. Oui, on a essayé de simplifier par rapport à l'an dernier. Et l'autre nouveauté par rapport à l'an dernier, c'est que c'est cette année ouvert aux communes, si et seulement si elles candidatent en groupement. Donc en fait, l'idée, c'est que c'est ouvert à tout niveau de collectivité, dont donc les intercommunalités et les communes. Mais pour qu'une commune soit éligible, il faut qu'elle candidate en groupement, donc c'est-à-dire à 2 ou 3 ou 4 communes ensemble. Donc ça, c'est la deuxième grande action de ce plan national pour un numérique inclusif. La troisième grande action, c'est de mettre en place des outils pour ce qu'on a appelé les aidants numériques. Donc en fait, les aidants numériques, c'est un mot générique qui ne veut pas dire grand-chose, mais l'idée, c'est de nommer toutes ces personnes et tous ces professionnels qui sont au quotidien face à des usagers qui sont en difficulté avec le numérique. Donc je pense aux secrétaires de mairie, aux opérateurs dans le Pôle emploi, les CNAF, aux opérateurs de services publics, aux agents d'opérateurs de services publics, aux médiateurs numériques, aux personnes dans les CCS, etc. Pendant la stratégie d'inclusion numérique, beaucoup de personnes nous ont fait remonter qu'elles étaient souvent démunies quand elles devaient accueillir des personnes en difficulté avec le numérique. Et donc on a déployé un outil qui s'appelle Aidant Connect, qui vise à sécuriser le faire à la place d'eux. Ce qu'on appelle le faire à la place d'eux, c'est quand une personne n'est pas du tout autonome et qu'elle s'adresse à une structure pour faire ses démarches CAF à sa place, par exemple. Jusqu'à présent, les travailleurs sociaux ou les agents dans les opérateurs de services publics étaient un peu... prenaient l'identité de la personne, c'est-à-dire qu'ils stockaient dans des carnets les mots de passe et les identifiants des personnes et faisaient la démarche comme si c'était la personne. Donc c'était un cadre qui n'est pas légal et sécurisant. Et dans Connect, l'idée c'est de pouvoir signer une charte qui délègue l'identité et qu'on habilite la personne qui fait à la place d'eux. Donc l'idée c'est vraiment de mettre un cadre légal et sécurisant et pour la personne aidée et pour la personne aidante et qu'on puisse tracer qui a fait les démarches à la place de qui et qu'il y ait une habilitation, un mandat de délégation entre la personne aidée et la personne aidante. Donc ça, c'est un des outils qu'on a déployé et qui a été lancé, pareil, en expérimentation hier dans 13 structures. Donc on a essayé de diversifier dans le cadre de l'expérimentation le type de structure. Donc il y a à la fois des CCAS, des bibliothèques, des maisons France Service, il y a des espaces publics numériques, etc. Donc on a essayé
de diversifier tout type d'aidants numériques qui puissent tester cet outil et nous faire des remontées terrain. Et si ça marche, ce sera déployé uniquement envers les aidants professionnels, mais à partir de 2021. Donc ça, c'est le troisième grand chantier. Et le dernier chantier, c'est ce qu'on appelle le labo. Donc c'est labo.sociéténumérique.gouv.fr. Et là, l'idée, c'est de recenser des outils, des ressources, des enquêtes sur les usages numériques des Français. Donc dans ce cadre-là, on cofinance notamment ce qu'on appelle le baromètre du numérique, qui permet d'évaluer un peu les usages et compétences numériques des Français chaque année. Et l'idée, c'est vraiment de recenser un peu de recherche sociologique, etc., tout type d'enquête et de ressources qui permettent d'objectiver le besoin en compétences numériques des Français et un peu de guider les politiques publiques qui sont faites au niveau de l'État. Voilà. Merci beaucoup pour cette synthèse. C'était important de redonner le périmètre complet. Donc évidemment, au nom des interconnectés et des territoires qu'on représente, on salue le travail et l'investissement de l'État sur ces sujets. On travaille très bien avec vous depuis 2018, le début de la stratégie. On a été impliqués, on a été écoutés, on a pu travailler dès la conception. Et c'est vraiment une manière de faire qui nous paraît tout à fait vertueuse. Et on est en contact régulier pour avancer sur nos sujets. Pour autant, c'est vrai que du côté des collectivités, le ressenti se confronte à la réalité du terrain, à des diversités territoriales et des situations locales qui sont éminemment différentes d'un endroit à l'autre. Pour l'illustrer, peut-être avant de rentrer sur ces questions de gouvernance, je voudrais qu'on fasse un petit tour du côté d'Arras pour voir comment vous êtes approprié ces enjeux et comment ça se traduit au niveau du projet de la communauté urbaine d'Arras. Donc, il y a une petite présentation qui vient appuyer notre point et je te laisse peut-être te présenter. Merci, bonjour. Donc Jean-Luc Duflo, responsable du numérique à la communauté urbaine d'Arras. Tout d'abord, la communauté urbaine d'Arras, c'est un EPCI de 107 000 habitants, donc situé, alors Arras pour situer géographiquement, parce que tu me disais tout le monde sait où est Arras, mais hier soir on m'a dit mais on ne sait pas où est Arras. En fait, Arras c'est dans la région des Hauts-de-France, donc tout là-haut, près du pôle Nord. Donc c'est à égale distance entre Lille et Amiens. On va dire que c'est la capitale géographique de la région des Hauts-de-France. 107 000 habitants, une ville-centre, Arras, qui a quasiment la moitié de la population, une première couronne et des communes rurales. Donc à savoir qu'il y a quelques années, donc, nous étions 24 et nous sommes passés à 46 avec aujourd'hui l'intégration des problématiques de communes rurales où précédemment une commune rurale pour nous c'était un secrétaire de mairie, c'était une seule personne et aujourd'hui c'est trois équivalents temps plein par mairie. Donc ça, c'est intégré également la problématique de la mobilité. Alors, quelques photos prises au hasard du territoire pour vous donner envie d'y venir ou d'y revenir pour certains. Donc le Beffroi, bien sûr, donc, qui est la représentation bien de la ville d'Arras, la ville-centre, le Main Square avec les loisirs, et également donc, une photo prise un peu plus large avec la notion de quartier politique de la ville, prioritaire, et la ruralité. Alors là on parle de stratégie et de pragmatisme, c'est un peu le sens de mon propos. À savoir que voilà, toutes les problématiques dont on parle aujourd'hui, effectivement, elles datent pas d'hier, mais voire d'avant-hier, puisque la première stratégie de la communauté urbaine d'Arras a été écrite en 2001. Et en relisant le document de 2001, qu'est-ce qu'on retrouve? Des mots-clés qu'on utilise aujourd'hui. On ne parlait pas de ville intelligente, mais de ville numérique, et également donc, des problématiques d'inclusion numérique. On parlait à l'époque de fracture numérique. Pragmatisme. Alors, à savoir que donc, la région Nord-Pas-de-Calais, dans les années 2000, s'était déjà intéressée à la question de l'inclusion numérique à travers un dispositif qui s'appelait Cyber Nord-Pas-de-Calais. Donc, c'est des espaces publics numériques donc, qui étaient aidés pour l'installation au niveau de l'investissement et du fonctionnement. Au niveau du territoire de la CEA, donc, il y a eu une dizaine de cybercentres. Notre job, c'était de les accompagner sur la création des lieux et de réfléchir à la pérennisation des lieux.
et également de mettre en place une animation territoriale, puisque tout un chacun savait ce qui se passait à Paris, à Lille, mais pas toujours ce qui se passait chez le voisin, et n'avait pas l'habitude de travailler avec son voisin, et également de ouvrir ses chakras vers d'autres acteurs. C'est notamment des projets qui ont été menés à travers donc, les fêtes de l'Internet, avec les services, notamment les services fiscaux, c'était les premières déclarations en ligne. Et également, donc, une petite chose donc, qui est arrivée en 2006, également à l'initiative de la région Nord-Pas-de-Calais, c'est le chéquier TeamPass. Sans doute l'ancêtre de Pass numérique. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je dois expliquer ce qu'est Aptic ou Pass numérique, on me dit mais c'est TeamPass. C'est pas exactement la même chose, mais c'est un peu la même chose. Mais en tout cas, les gens avaient l'habitude aussi de travailler ensemble. Ça, c'est important. Pragmatisme, donc, à savoir que donc là, en 2018, donc, la communauté Mandaras a lancé un appel à projet dans le cadre de fonds européens, investissement territorial intégré, donc, qui concerne les quartiers politiques de la ville. Donc un acteur du territoire donc, qui est très investi sur la question de l'inclusion numérique, c'est l'AFP2I, donc c'est un organisme de formation qui est notre centre de ressources numériques territoriales, qui avait répondu à cet appel à projet et qui avait déclaré donc, un programme de 4 actions donc là, qui concernait et les habitants des quartiers politiques de la ville, avec de la découverte de base sur qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur, comment l'utiliser, comment aller sur Internet, les démarches en ligne, donc les e-démarches, et également les professionnels. Parce que ce qui avait été constaté, c'est que, notamment sur des ateliers de découverte des métiers du numérique, les professionnels n'envoyaient personne. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient même pas ce qu'est le numérique. Donc là, on va rappeler quand même le financement des fonds FEDER, 100 000 €, et c'est également 50 000 € donc, à apporter la communauté urbaine d'Arras. Et dès le départ, quand les élus de la communauté urbaine d'Arras ont dit « Ok, on y va, on cofinance », les élus des communes rurales ont dit « Bon, d'accord, on finance dans les quartiers politiques de la ville, mais demain, on reproduit ça au niveau de la ruralité. » On dit « Voilà, effectivement, c'est une expérimentation, on observe, on voit ce qui se passe, ce qui va bien, ce qui ne va pas bien. » Alors, on revient à la stratégie, puisque en 2018, donc 2 démarches stratégiques donc, ont été lancées, notamment au niveau de la feuille de route donc, numérique, puisque la région des Hauts-de-France donc, a invité les EPCI de la région, à construire et rédiger une feuille de route, donc, qui est notamment une condition nécessaire non suffisante pour accéder aux fonds européens. Ça nous a permis, peut-être un peu pour certains contraints et forcés, de se poser les questions de qu'est-ce qu'on veut faire avec le numérique. Pour nous, il y a 3 axes. Le premier axe, c'est la collectivité en tant que telle et ses relations avec les habitants. Le deuxième axe, c'est aujourd'hui, on a un territoire de 46 communes. On a une ville-centre où il y a un site internet, il y a tout ce qu'il faut en termes de services numériques, qui a un programme de ville intelligente. Et de l'autre côté de la chaîne, on a les communes rurales où j'ai dit tout à l'heure, il y a un tiers d'équivalent temps plein. Les habitants, c'est ce qui a été dit, je pense, hier, qu'ils habitent à Mercatel ou à Arras, ils veulent du service. Donc c'est à nous d'apporter des solutions de mutualisation de ressources informatiques. Et également, donc en parallèle de ça, donc, une démarche stratégique sur l'analyse des besoins socio-économiques. Les élus ont défini 4 axes, dont la question de l'inclusion numérique. Sur la question de l'inclusion numérique, ils nous ont dit, voilà, il faut autonomiser les publics. Il faut prendre en compte les professionnels des communes. Il faut également prendre en compte l'existence des EPN. Alors, petit pas de côté, donc, et une focale sur... Là, on ne va pas faire les 5 actions, mais on va en prendre 3. Tout d'abord, c'est la sensibilisation des élus. Dès qu'on parle numérique, il n'y a plus personne, si je puis dire. C'est compliqué. Bon, les tuyaux, c'est bon, on a compris. Maintenant, il y en a. Donc, on s'est dit, on va faire des sensibilisations. On va aller voir ce qui se passe ailleurs. Avant d'aller voir ce qui se passe ailleurs, on va aller voir ce qui se passe chez nous. Donc là, retour sur la structure que nous avons cofinancée pour rencontrer notamment des jeunes qui rencontrent le public, des animateurs, donc des gens du terrain, des vrais gens, comme j'ai l'habitude de dire, et pas des gens qui sont comme nous, à penser dans les bureaux. Ça peut peut-être choquer certains. Et également des vrais gens, les citoyens, puisque c'est pour eux que nous mettons tout ça en place. Un échange a eu lieu avec les élus, une douzaine d'élus, pour poser un certain nombre de questions et un certain nombre de remarques ont été formulées. C'est notamment au niveau des moyens. Effectivement, comme tu l'as dit, pour travailler sur le numérique, il y a besoin de ressources humaines.
actuellement, il y a des professionnels, des salariés, et il y a également des services civiques, des jeunes qui accompagnent les publics et qui ont expliqué ce qu'ils faisaient et comment ils percevaient les choses, et comment ils parlent notamment au niveau des autres jeunes sur la question de l'e-réputation. Bien sûr, un programme de visite est également prévu pour continuer la sensibilisation. Nous aurons également, bien sûr, des ateliers avant les élections. C'était le pari que nous avons fait, et continuer, bien sûr, après les élections municipales. Alors, sur la formation des agents, je vais passer, parce que je pense que mon collègue va en parler également. Passe numérique, donc c'est un sujet qui, bien sûr, nous concerne tous. Alors, bien sûr, on a répondu à passe numérique, mais au début, on se posait la question, mais est-ce que ça va être complémentaire? Est-ce que ça ne va pas être concurrent avec ce qu'on fait actuellement sur le territoire? Déjà, est-ce qu'il y a des structures qui vont se positionner sur le dispositif? Nous avons la chance d'avoir un territoire à taille humaine, de connaître les structures qui sont présentes sur le territoire. 3 structures se sont présentées et ont dit, voilà, nous on veut être agréés, on veut rentrer dans le système. À cette époque-là, le hub numérique arrive, les assembleurs, et on voit comment on peut travailler ensemble sur ces sujets. La CUA avait décidé de commander un nombre très limité de chéquiers. 210 chéquiers, c'est très peu. On se dit, voilà, on part toujours sur la notion de pragmatisme, d'expérimentation. Mais vers qui, comment les distribuer? Ça, ce sont notamment les questions que nous travaillons ensemble à travers les rencontres des interconnectés, où on se rend compte qu'on soit petit, moyen ou grand, on rencontre toujours des problèmes. Pas toujours les mêmes, mais parfois des problématiques communes. Comment répartir ces chéquiers? Ces 210 chéquiers, 46 communes. On s'est dit, voilà, on va déjà identifier les publics. Alors, nous n'avons pas eu, comme j'ai pu l'entendre hier matin, une approche statistique. Nous avons eu une approche, une fois de plus, pragmatique. On s'est dit, voilà, on va se mettre autour de la table avec les gens qui rencontrent le public. Et ça, avec l'aide des assembleurs, donc c'est notre hub numérique inclusif Hauts-de-France. Nous avons, à travers une méthode participative, défini des profils types. Voilà, il y a 4-5 profils types. Et est-ce que ces profils types, donc ce sont les seniors, les jeunes, les parents, les personnes en précarité sociale, comment est-ce qu'on va leur distribuer le chéquier? On va parler des problématiques de mobilité, de motivation, etc., etc. Donc 2 profils types ont été retenus. Ouais, on va aller plus loin. Donc sur la cartographie des ressources numériques, ça c'est pareil, tu vas en parler peut-être mieux que moi. Donc je vais pas aborder cette question. Alors le petit sujet, c'est les amis, puisque on réagit aussi par rapport aux amis, donc qui ont été lancés par la mission Société Numérique. Comment a été travaillée la question? C'est un appel à manifestation d'intérêt, je traduis. Voilà. Appel à manifestation d'intérêt, effectivement. C'est l'été dernier, de mémoire, que ça a été lancé. On reçoit ça, on nous dit, on y va, on n'y va pas. Et là, dès la fin du mois d'août, donc là, pareil, les assembleurs ont organisé une première rencontre pour réexpliquer le contenu de l'appel à projet et travailler, identifier des porteurs de projets potentiels. Et faire en sorte que ces gens apprennent aussi à travailler ensemble. On était bien parti du principe que voilà, il y avait un nombre limité, c'était 30, c'est ça, surtout au niveau national. On a dit voilà, on sait très bien que sur la région, il faut limiter le nombre de candidatures. Voilà. Après, le résultat est celui qui est arrivé. Bon, nous, notre candidat, il n'a pas eu gain de cause. Mais c'est pas ça le fond du problème. Le plus important, c'est qu'effectivement, les hubs et l'ensemble des structures qui s'investissent sur le sujet disposent d'informations pour pouvoir œuvrer au niveau des porteurs de projets. Sur les retours, je suis désolée, je vais te faire accélérer un petit peu en termes de timing. Donc, on voit bien l'application. Je trouve que les points qui sont importants à noter, c'est effectivement la sensibilisation des élus. Ça a été suffisamment dit que c'était une étape importante. Pour qu'il y ait une gouvernance demain, il faut aussi que les élus aient compris de quoi il s'agit et qu'on implique les différentes communes. Donc ça, c'est un point qui me paraît un élément important, avec un partie immersive. La question de la distribution des
des passes, les relais, les difficultés, on y reviendra peut-être, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup occupé nos débats tout au long de cette année dans le cadre du groupe de travail Territoire Prod Inclusion. Et là, tu as effectivement aussi ce côté diffusion dans les lieux avec l'émergence de nouveaux lieux et la capacité à mobiliser des acteurs. Peut-être un dernier mot si tu voulais dire les facteurs de succès, oui, mais très vite. Très rapidement, c'est vrai que c'est la structuration donc au niveau national, bien sûr, avec les interconnectés, mais aussi au niveau régional. C'est vrai que au-delà du hub, la région des Hauts-de-France est très investie sur notamment le réseau de ce qu'on appelle nous les numériciens, en opposition avec les informaticiens, et où on a l'habitude effectivement de travailler ensemble, d'échanger. Je prends ici la Mel qui est présente, avec qui on échange de façon régulière. Mais la métropole européenne de Lille, Tati Lamel. La métropole européenne de Lille, pardon, et d'autres sur d'autres sujets. Voilà. Et après, tout le travail, effectivement, avec les communes et les structures présentes sur le territoire. Merci de ton retour d'expérience. On voit un travail de fond de remobilisation des acteurs. Du côté des hubs que tu as cités plusieurs fois, on a ici donc pas le hub des Hauts-de-France, mais le hub Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, désolé. On joue à domicile quand même, on va travailler avec vous. Donc Adrien, est-ce que tu peux te présenter et puis présenter les missions du hub Alors Adrien Devos, je travaille dans une structure de mutualisation de collectivités qui s'appelle Agathe, Agence Alpine des Territoires, et on fait partie du consortium qui a proposé une réponse à l'appel à projet des hubs pour un numérique inclusif à l'échelle de la région qui s'appelle Inora. On a été très originaux, un hub pour l'inclusion numérique en Auvergne-Rhône-Alpes, avec 3 autres structures qui portent la candidature avec nous, enfin le projet maintenant. Fréquence École, qui est une structure d'éducation aux médias, Zoomacom, qui est le centre de ressources numériques de la Loire, et le réseau des ligues de l'enseignement. Donc on va le voir, ça a un impact sur les questions de gouvernance, c'est que c'est une candidature plutôt associative, même si nous, concernant l'Agence Alpine des Territoires, on est bien une association de collectivités en Savoie. Voilà, c'est plutôt du réseau associatif que la structuration est venue pour cette réponse-là. Quelles sont les missions du hub? Alors, il y avait 4 axes principaux dans l'appel à projet, que je ne citerai pas de tête, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la Banque des Territoires pour me reprendre, mais voilà, qui était structurer le réseau de médiation numérique, ça a été dit, offrir des services innovants aux acteurs, évaluer l'impact de la médiation numérique, et quelque chose autour du financement, voilà, me semble-t-il. Ça, pour préciser, vous avez été à la création financé pour développer ces 4 aspects. Exactement. Ça, hein. Donc quand je parle de réponse, c'est effectivement que nous avons monté un consortium qui a été financé, puisqu'il y avait une enveloppe de 5 millions d'euros, donc répartie entre 11 hubs, je le calcule à la louche à peu près. Donc ça fait des enveloppes de quelques centaines de milliers d'euros, pour structurer une offre auprès des territoires. Donc nous, on a souhaité répondre à l'échelon régional, puisqu'il s'avère que du côté des acteurs de la médiation numérique, il y a un historique à cet échelon-là, tout en sachant que notre région Auvergne-Rhône-Alpes est une grande région, et donc ça allait nécessiter justement de s'articuler avec des échelons territoriaux infra, donc soit au niveau des départements, soit des métropoles, le cas échéant, et donc les missions qu'on s'est donné, on va dire, pour répondre aux besoins et aux enjeux de l'appel à projet, elle repose sur 2 axes. Le premier, c'est celui de la montée en compétence des professionnels, ça a été beaucoup dit. Aujourd'hui, on a un enjeu d'accueil, d'orientation et d'accompagnement des usagers. Et donc, nos premières actions visent à former ce qu'on appelle les aidants pas encore numériques, en premier lieu desquels les agents d'accueil des collectivités, on parle beaucoup des secrétaires de mairie, des travailleurs sociaux, des agents France Service ou encore maisons de service au public, qui accueillent du public, on pense aussi au CCAS, CIAS, qui accueillent du public en difficulté avec le numérique, mais qui ne sont pas et qui n'ont pas forcément vocation à devenir médiateurs numériques. Pour autant, pour que ces gens-là prescrivent du pass numérique, puissent orienter l'usager vers une structure qui l'accompagnera, on estime qu'il y a un besoin, un socle de base de compétences et de culture numérique. Et donc la première chose qu'on a fait, c'est développer un parcours de formation hybride avec du présentiel et un bout de contenu en ligne, sur une plateforme. Donc 2 demi-journées en présentiel entre lesquelles, pendant 15 jours, les agents peuvent suivre des modules en ligne, qui sont dans les territoires. Ça nous a paru important, puisque à la fois les sessions ont lieu dans les territoires et animées par des formateurs locaux.
puisqu'on estime que nous, on a une fonction d'ingénierie qui est de concevoir ces parcours, de faire le lien avec les territoires. Pour autant, on souhaite qu'il y ait des formateurs locaux, donc notamment des lieux de médiation numérique, qui puissent monter en compétences et assurer ces formations. Ça, c'est le premier axe. On pourra y revenir, mais il y a plein d'autres sujets sur la formation qui en découlent. Et le second axe, c'est celui de l'accompagnement des collectivités, puisqu'on l'a vu, aujourd'hui, il y a un certain nombre de dispositifs. On pense au pass numérique, on pense à Aidant Connect, on pense à l'objet même inclusion numérique, dont on a vu pendant ces 2 jours, qui aujourd'hui à l'agenda politique, mais que finalement... beaucoup de responsables, d'élus, voire de techniciens ont encore un peu de mal à appréhender. Et donc pour répondre à ces enjeux-là, on a souhaité mettre en place une offre d'accompagnement. Alors, vous l'avez dit, on a eu un financement, donc on estime qu'il y a un premier niveau d'accompagnement, d'information, de mise en lien des collectivités qu'on effectue dans les 18 mois qui viennent. Et on s'est rendu compte qu'au-delà de cette première offre freemium, entre guillemets, il y avait un enjeu aujourd'hui d'ingénierie, c'est-à-dire que les collectivités qui souhaitaient aller plus loin, aujourd'hui, et je le dis assez librement, aujourd'hui en termes de prestataires, hein, de services, pour le dire très court, finalement l'offre était assez restreinte et ne correspondait pas toujours aux réalités. C'est-à-dire qu'il y avait souvent des méthodologies qui étaient déployées comme elles étaient déployées ailleurs. Et finalement, les programmes d'action étaient assez rarement branchés, reliés directement à la réalité locale, qui est que des fois, c'est des médiathèques qui assurent le rôle de médiation numérique, qu'à d'autres endroits, ce sont des associations, et qu'à un troisième endroit, ça va être plutôt des prestataires privés, auto-entrepreneurs ou autres, et qu'on n'apporte pas la même réponse, on ne se dote pas d'une même stratégie publique en fonction des acteurs qu'on doit animer sur le territoire. D'accord. Peut-être une question quand même sur la montée en compétence aussi des lieux de formation, les EPN, les différents lieux que tu viens de citer. Ça fait partie de vos missions, ça aussi? Exactement. Alors c'est juste qu'on a souhaité phaser, c'est qu'on s'est dit... un peu naïvement peut-être, on s'est dit que les lieux de médiation numérique aujourd'hui étaient en capacité d'accueillir les usagers. On se rend compte que ce n'est pas partout le cas. Et donc on a souhaité plutôt axer sur les personnes qui avaient orienté les publics. Et très rapidement, effectivement, on sait qu'il va falloir adresser les médiateurs et médiatrices numériques pour lesquels, alors ne serait-ce que parce que le sujet évolue très vite, les dispositifs évoluent très vite, il va falloir aussi proposer un programme de formation. Donc on est déjà en cours de réflexion sur ce sujet-là. Je faisais ce point parce que souvent on entend parler plus de la formation, enfin, des usagers finaux via les EPN. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez pris en premier lieu ce que nous on appelle de nos voeux aux interconnectés, c'est effectivement aussi la prise en compte des lieux d'accueil CCAS, etc., comme tu le dis, puisque c'est le premier lieu d'adressage et aujourd'hui il y a peu de moyens pour former ces agents, etc. Donc c'est une bonne chose, mais c'est vrai que la partie montée en gamme, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce que tu disais Margot, quand on donne un chèque, on a envie que la personne arrive dans un endroit où elle va être correctement formée, correctement accueillie, c'est évidemment aussi important. Ok. Exactement, et on s'en rend compte dans les premières expérimentations de pass numérique qu'effectivement, on risque d'avoir un sujet en termes de filière sur la partie médiation numérique, puisqu'on appelle aussi de nos voeux à ce que la filière de médiation numérique soit principalement assurée par des professionnels. Et plus trop de services civiques. Alors voilà, on sait que ça peut être... on souhaite en tout cas que ça reste plutôt la part marginale et qu'effectivement on ait des professionnels compte tenu des compétences qu'on demande à ces personnes-là. Pour autant, il y a un vrai sujet de monter en compétences et surtout au fil de l'eau. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir des paliers où on forme les gens, on se rend très vite compte que les dispositifs évoluant, le numérique évoluant très vite, il y a une forme de formation continue à inventer. Voilà. Très bien. On va peut-être illustrer avec la collaboration que vous avez avec la métropole de Lyon et puis on verra sur les compléments d'informations qui peuvent se poser aussi par rapport au rôle du hub. Peut-être, donc Erwan, je te laisse te présenter. Ah, pardon. Donc, je suis Erwan Leluron, je suis chef de projet numérique à la métropole de Lyon, au sein de la DINSI, Direction Innovation Numérique et Systèmes d'Information. Donc je ne sais pas si je réponds directement au sujet que vous parlez ou si je repars sur d'où est venue l'inclusion numérique au sein de la métropole. Bon, en gros, donc, il y a eu en 2017 une étude qui a été portée par la Smart City et les quartiers politiques de la ville et qui a amené à voir qu'il y avait un besoin de structuration, de mutualisation et de coordination des acteurs sur le territoire. On a fait ce même travail au sein de nos directions. On s'est aperçu qu'en fait, un certain nombre de directions faisaient déjà de l'inclusion numérique chacun dans leur coin. On peut parler des maisons de la métropole, des collèges, de l'insertion, de la culture, de l'innovation, de la politique de la ville et
et notamment aussi des ressources humaines. Donc en fait, c'était une politique qui était transversale, qui était portée par personne. Et c'est vrai que d'une certaine manière, l'arrivée des appels à projets de l'État, et notamment du pass numérique, nous a permis de prendre, je veux dire, le taureau par les cornes et de rentrer dans une démarche de structuration. Donc, ça se présente pas, mais ouais. Donc ça, c'était voilà. Et donc là, j'ai fait un gros schéma où vous devez certainement rien voir, mais l'idée, c'était de dire que la métropole pouvait jouer un rôle d'opérateur et un rôle d'animateur. Donc quand je dis opérateur, c'est-à-dire qu'on a un rôle déjà au sein de la métropole auprès des directions métiers qui sont en relation avec le public. En ce qui concerne la métropole, c'est les maisons de la métropole qui sont des antennes territoriales et les bibliothèques et les médiathèques. Donc ça veut dire qu'il faut mettre du Wi-Fi aux endroits où il y en a besoin, qu'il faut mettre des outils d'aide à l'orientation pour ceux qui vont distribuer des passes numériques, qu'il faut mettre en place des référents numériques. Parce que je vais l'expliquer plus tard, nos travailleurs sociaux n'ont pas le souhait de délivrer des passes numériques directement parce qu'ils ne veulent pas avoir de relations monétisées. Donc ça veut dire qu'il faut un tiers qui remet les passes numériques et un qui le diagnostique. Voilà, plutôt sur la partie interne. Sur la partie partenaire clé, qui est la partie que vous voyez orangée, voilà, c'est de dire qu'il faut travailler avec d'autres partenaires, donc comme la CAF, la CARSAT, Pôle emploi, et que grâce à eux, on va pouvoir avoir déjà, il faut avoir une interopérabilité de nos services, c'est-à-dire qu'en gros, quand quelqu'un vient chez nous, généralement, on ne peut pas répondre à l'ensemble de ses besoins, il faut créer des parcours et des moyens de passer de l'un à l'autre de manière simplifiée, et grâce à d'autres opérateurs, on peut aussi proposer une offre augmentée. Je ne sais pas si je vais plus loin, mais on pourrait par exemple travailler, c'est une idée comme ça que je lance, avec la Poste sur des tarifs négociés pour accéder à des forfaits mobiles moins chers ou des choses comme ça. Sur la partie grisée, on travaille aussi, on peut travailler avec les acteurs de l'innovation. La métropole est dotée de l'Urban Lab et du Tuba, mais il y a d'autres tiers-lieux. Et donc ces lieux-là peuvent, parce qu'en fait quand on parle d'inclusion numérique, il y a l'inclusion numérique, il y a l'inclusion par le numérique. Donc par le numérique, ce qui veut dire que grâce au numérique, on peut avoir de l'innovation pour être plus inclusif auprès d'un public qui pourrait être éloigné. Et donc je vous parlerai peut-être rapidement d'un projet qui s'appelle Interprétable. Voilà. Et puis il y a la notion de ces tiers-lieux peuvent nous aider aussi à fournir du matériel reconditionné et autre chose. Et puis sur la partie en bas à gauche pour vous, il y a le travail avec les acteurs des réseaux de la médiation. Je vais peut-être rentrer un petit peu plus dans le détail puisqu'on est en train de mettre en place donc un réseau des acteurs de la médiation. Depuis, donc c'est quelque chose qu'on a lancé en avril dernier de manière conjointe quasiment avec l'appel à projet du pass numérique. Donc l'idée du réseau, c'est de se dire que donc on travaille ce réseau avec les opérateurs, les lieux de médiation et les collectivités territoriales. Donc l'idée, c'est de dire qu'on ait un outil commun qui nous permette de coordonner le territoire et d'avoir une offre qui possiblement mutualisée et que ce réseau-là pourrait être un bon échelon intermédiaire entre il y a l'État, j'allais dire avec la Société du numérique, il y a les hubs au niveau régional, il y aurait la métropole et en deçà il y a les pôles, enfin des têtes de réseau au sein qui sont vraiment hyper locales. Il y a vraiment quasiment quatre échelles. En tout cas, on le voit comme ça et on pourra avoir un rôle, nous, entre tous ces étages. Je continue, hop, rapidement, pour aller vite. Voilà, l'offre de service de ce réseau, ça pourrait être déjà de cartographier. Je vais rentrer dans le détail un petit peu plus après. Donc, où sont les acteurs de lieux de médiation sur le territoire? Il y a la notion de partage, donc à laquelle on associe des événements, des informations et autres. Il y a la notion de mutualisation, j'en ai déjà parlé. Ça peut être des équipements, mais ça peut être aussi des ressources humaines ou des outils pédagogiques. Et ensuite, pour aller plus loin, on pourrait jouer un rôle de lobbying auprès de l'État pour pousser des idées qu'on pourra avoir au niveau local. Ça, on se marche un petit peu sur les pieds au niveau du hub régional. Concrètement, si on prend un cas pragmatique de comment ça se traduit sur la cartographie, qui est vraiment le socle de la mise en place du réseau. C'est-à-dire que tant qu'on ne se connaît pas, tant qu'on ne sait pas qui fait quoi et à quel endroit, c'est un petit peu difficile de se parler. Donc l'idée, c'est que
via nos projets socio-territoires, donc c'est vraiment au niveau communal, voire plus petit, on remonte des informations qu'on passe dans une plateforme chez nous, et cette plateforme dialoguerait avec la plateforme régionale d'Inora, qui elle agrégerait nos données à nous, plus celles des lieux labellisés qui viendraient d'Aptic. Et tout ça serait refourni au niveau national via Aidant Connect, une cartographie. Voilà. Si ça vous irait comme ça? Voilà, il est en train de négocier son truc en même temps. Hein. Non, c'est vrai que donc le point de la cartographie est importante parce qu'effectivement, il y a besoin aussi de savoir où sont les acteurs, qui sont-ils pour les animer, etc. Et que cette cartographie soit partagée. Tu veux réagir à ça? Il y a un autre micro là. Merci. Oui, pour dire, il y a deux sujets sur la cartographie. Il y a le sujet, comme l'a dit Erwan, d'orienter les publics. Et notamment, je reviens sur nos fameux professionnels à l'accueil des collectivités, des CCAS, des services publics qui orientent les usagers. Donc eux, ils ont besoin d'avoir accès à un outil qui leur donne très facilement le lieu, la structure, l'offre de services vers laquelle renvoyer l'usager. Et puis, il y a un enjeu peut-être plutôt de pilotage territorial pour les collectivités, qui est de savoir finalement quelle est l'offre sur mon territoire, quels sont... qui ne sont pas d'ailleurs des données concernant que les lieux, mais combien il y a de passes numériques en circulation, quelles sont un peu les caractéristiques de fragilité, de vulnérabilité numérique sur un territoire. Il y a Aptic qui réfléchit sur le sujet, avec la coopérative nationale, la MENNUM, on y réfléchit aussi. Voilà, de pouvoir mixer finalement un petit peu ces données, et donc la cartographie, voilà, elle a vraiment deux fonctions, plutôt l'orientation des publics, donc quelque chose de très pratico-pratique, et puis plutôt quelque chose d'observatoire territorial autour de l'inclusion numérique. Merci de la précision, c'est effectivement important, oui. Je continue rapidement. Donc, on a été effectivement lauréat de l'appel à projet. On a le projet, c'était autour de 600 000 €, ce qui veut dire qu'on veut adresser 5 000 bénéficiaires sur l'année 2020-2021. Vous dire qu'on n'a pas répondu seul à l'appel à projet, mais comme vous le voyez, il y a Pôle emploi, la TD Carmonde, la MMIE, les CCAS, la CAF et les PIMS qui ont répondu avec nous et qui ont une dotation de chèques à distribuer. Donc, vous dire qu'on travaille en interne sur comment on diagnostique le besoin, à qui on distribue, pour quelles raisons et vers qui on renvoie, mais vous dire qu'on travaille aussi avec les acteurs du territoire pour avoir une réponse commune sur les critères, sur à qui on les remet et sur les modules vers lesquels on adresse. C'est-à-dire que c'est un travail qui est concerté. On va même jusqu'à partager nos outils, puisqu'on a construit un outil qui s'appelle Boussole, qui est dédié à cette fonction d'orientation. Juste une seconde là-dessus. Effectivement, ça, c'est des points qu'on a systématiquement dans tous les territoires. Tu en as parlé, on en a beaucoup parlé. À qui on distribue, par quel circuit, de quelle manière, quels sont les indicateurs, qui sont les remontées. Et ça, c'est vraiment systématique. Et on se rend compte que finalement, à travers ce pass, c'est toutes les questions de fond qui vont se poser entre les acteurs, entre celui qui distribue, celui qui va donner, etc. Et ça vous oblige, d'une certaine manière, à mettre en place une stratégie beaucoup plus fine que celle qu'on avait peut-être pensée au départ. On est obligé d'aller dans le détail, et je pense que ça, c'est un des éléments qui rend la distribution un peu plus longue que prévu, mais qui en même temps permet d'avoir une vraie analyse de ce qui se passe sur le terrain. Concrètement, si je parle uniquement des modules adressés, le référentiel propose 129 modules, et on s'est mis en commun pour savoir quels modules on préconisait, et on a regroupé ça sous forme de 4 grandes thématiques que sont l'accès au droit, l'aide à la parentalité, la culture du numérique et l'insertion professionnelle. Voilà, donc c'est vraiment les thématiques que le territoire souhaite adresser. Vous parlez aussi d'une expérimentation, puisqu'il y a la partie inclusion numérique à destination de l'extérieur, grâce au PASS, mais il y a quid de la formation de nos agents. Donc on est en train de travailler sur une expérimentation avec Tiny Coaching et PIX. Donc PIX, c'est l'outil de certification de l'État, et Tiny Coaching, c'est un outil de micro-learning, en gros. C'est-à-dire qu'on a défini, selon les profils des personnes chez nous, 4 profils avec un niveau PIX qu'on souhaite atteindre, et l'outil de Tiny Coaching le propose d'être formé entre 5 et 10 minutes par jour, avec des sessions tous les mois de PIX pour savoir quel est leur niveau, et une certification à la fin au mois de septembre. Donc c'est une formation pendant 6 mois. Mais on souhaite en parallèle aussi tester la formation du hub régional, et notamment
par la formation, enfin pour ceux qui vont mettre en place, les premiers territoires qui vont mettre en place les passes numériques, on va mettre des référents numériques et c'est nos référents qui bénéficieront en avance de phase de la formation préposée par le hub. Et la dernière chose, mais ça c'est peut-être un petit peu hors sujet, enfin, par rapport vraiment au pass, c'est de vous dire qu'on a aussi en termes d'innovation, on réfléchit grâce à Erasme, notre lab interne, à des choses. Et là, c'est un exemple pour vous donner à voir qui est interprétable, qui est, en gros, c'est pour des personnes qui ont besoin d'un médecin pour leur enfant et qui sont allophones et qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer. C'est uniquement un jeu de cartes qu'on positionne et qui sont lus par un vidéoprojecteur et qui permet d'engager le dialogue et de comprendre le besoin. Donc, il y a bien l'inclusion numérique et l'inclusion par le... Je m'arrête là. Merci beaucoup pour cette présentation assez large de ce que vous faites. On retrouve effectivement à travers ce témoignage beaucoup des éléments qui nous occupent. Pour continuer le tour, je voudrais qu'on puisse donner la parole maintenant à Juliette Lelay, la directrice générale des PIMS. Je vous ai cité tout à l'heure... Est-ce que vous pouvez nous redire qui sont les PIMS et puis après, je vous poserai une autre question. Déjà, nous décrire qui sont les PIMS. Bien sûr. Donc, je vous donne la zapette. Oui, merci. Donc le PIMS, point d'information médiation multiservice, pour vous expliquer l'acronyme. Je ne vais pas remonter parce que sinon j'ai des chances de me casser la figure. Donc est né en 1995 à Lyon, donc il y a 25 ans. Depuis, c'est devenu un réseau national. Donc ce sont des associations. Du coup, la zapette, j'appuie juste comme ça. Ok. Le point particulier, c'est que lorsqu'il est né en 1995, c'était la volonté de grandes entreprises qui souhaitaient donc, suite aux émeutes dites dans les quartiers sensibles de l'époque, rétablir le lien entre les habitants et les services au public. Donc ça a été vraiment une innovation très forte à l'époque. Et de fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est toujours sur une gouvernance qu'on va appeler hybride, puisque ces entreprises fondatrices sont toujours présentes au sein de nos PIMS. Donc c'est Veolia, EDF, Engie, Enedis, la SNCF, Keolis et la Poste. Mais à cela s'ajoute le fait que nous avons effectivement la nécessité d'embarquer avec nous les collectivités locales et territoriales. Il n'y a pas de PIMS si la volonté de la collectivité locale et territoriale de nous accueillir est présente. Ça, c'est extrêmement important parce que ça signifie aussi qu'on est déjà dans un copilotage de projets pour mieux répondre, et vous le verrez, aux missions qui nous sont dédiées. La troisième partie prenante, c'est le fait que nous avons l'État avec nous. Pendant très longtemps, nous l'avions à travers ce qu'on appelle les contrats aidés, puisque tous les médiateurs et médiatrices sociaux des PIMS que nous recrutons sont dans le parcours du contrat aidé qui s'appelle maintenant parcours emploi compétences, et le fait aussi qu'on s'inspire nécessairement de nos actions de terrain. Donc cette gouvernance hybride, elle a pour vocation de répondre à deux missions principales que sont la médiation sociale, donc favoriser l'accès aux droits et aux services pour l'ensemble des publics que nous accueillons au sein des PIMS, et le tremplin professionnel, puisque les médiateurs sociaux que nous recrutons, nous les formons. Nous avons été d'ailleurs labellisés AFNOR Médiation Sociale, norme XPX 6600, je me suis entraînée. Et donc depuis 2019, et de fait, nous les accompagnons dans la définition de leur projet professionnel pour qu'ils retrouvent un emploi durable, puisque le parcours emploi compétences, anciennement contrat aidé, n'a vocation qu'à être peu durable. Voilà, donc de fait, si on se questionne là-dessus, on s'est forcément, comme le disait Céline, questionné sur le numérique, puisque le numérique, donc pour juste redéfinir, donc le PIMS Lyon Métropole, aujourd'hui, c'est 7 points d'accueil qui sont situés en quartier politique de la ville ou quartier de veille active, et c'est 200 000 contacts par an. À l'échelle du réseau, c'est 1 million de personnes qui sont accueillies dans les PIMS, et un peu plus d'une trentaine d'associations et 66 points d'accueil. Donc, c'est pas énorme pour un réseau associatif, mais en même temps, c'est très important, et notamment sur le territoire lyonnais. Et sur ces 200 000 personnes que nous accueillons par an, évidemment, un tiers, on le fait pour des motifs liés au numérique.
Donc on s'est questionné là-dessus et on s'est dit, voilà, notre outil, en tout cas on considère que le numérique est un outil, mais c'est un outil au service de l'accès au droit, en tout cas chez nous, c'est comme ça qu'on le conçoit. Et comment passe-t-on de l'outil à l'usage? Alors ce matin, c'était des vrais questionnements qui animaient les débats dans la salle à laquelle j'assistais, enfin à la réunion à laquelle j'assistais. Et c'est vrai que chez nous, en tout cas, la conviction est présente que c'est grâce à l'encouragement du pouvoir d'agir. Et le pouvoir d'agir du citoyen, pour le rendre acteur de sa cité, c'est le rendre aussi acteur en lui offrant la capacité d'accéder à ses droits. Donc ne pas subir la dématérialisation des services, ça paraît très banal de le dire, et en même temps, c'est 90% des personnes qu'on accueille aujourd'hui et qui franchissent la porte de nos PIMS qui en sont les premières victimes. Voilà, c'est un peu fort le terme de victime, mais c'est quand même le cas. Donc on s'est questionné, on a dit, bah voilà, on a deux modalités d'action qui sont à la fois l'aller vers, hein, puisqu'on a une équipe de terrain qui sillonne la métropole, et en même temps la médiation sociale. Et au fond, qu'est-ce qui nous permet de capitaliser sur la relation de confiance que l'on crée entre la personne qui franchit le PIMS, la porte du PIMS, et puis le médiateur ou la médiatrice qui l'accompagne, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a envie, et c'est même un devoir qu'on se donne, qu'ils ne subissent plus cette précarité numérique et qu'ils deviennent autonomes. Et pour être autonome, clairement, ce n'est pas une réponse unique. On le voit, et c'est d'ailleurs pour ça que je vous remercie de m'avoir convié aujourd'hui. C'est pas une réponse unique et c'est une multiplicité d'acteurs qui doivent se fédérer pour pouvoir rendre la capacité d'agir à ces personnes. Voilà, donc l'inclusion numérique, c'est un levier pour développer la participation citoyenne et c'est vraiment ce auquel on croit. Donc on a créé une offre de service qui s'appelle le PANDA, on aime bien les acronymes dans le réseau, et c'est le point d'accompagnement numérique aux démarches administratives. Bah oui, c'est notre cœur de métier, donc on s'est dit on ne va pas aller chercher plus loin que les compétences qu'on a déjà. Donc, qu'est-ce que c'est le PANDA? C'est un programme complet d'inclusion numérique qui peut s'autodéfinir, qui peut se redéfinir avec les prescripteurs, c'est-à-dire avec ceux qui ont envie de participer. Donc, ça peut être des collectivités locales, ça peut être des EHPAD, voilà, qui ont envie de retravailler les spécificités du programme en fonction de leur public. Et puis, ça se présente sous diverses formes. Ça peut être sédentaire, donc dans nos points d'accueil, mais ça peut être aussi mobile. Donc là, on est en train d'expérimenter avec Malakoff Médéric et les allocataires qui sont bénéficiaires des minima sociaux, justement la médiation numérique à domicile. Parce que bien évidemment, dans nos PIMS, on en a 7, tout le monde ne passe pas et on ne touche pas non plus les publics qui sont en très grande fragilité, soit parce que c'est de la mobilité réduite, soit parce que simplement ce sont des personnes qui ne connaissent pas la localisation de nos PIMS. Donc voilà, on va à leur rencontre, donc soit à domicile, soit sous forme de permanence. Et ces permanences, on revient à la gouvernance hybride, ces permanences, c'est avec la participation des acteurs qui nous sollicitent. Voilà. Merci, parce que c'est un point effectivement intéressant si on se projette, nous, dans l'idée de dire que alors déjà, merci pour la présentation, on voit la manière dont vous travaillez. L'itinérance, c'est aussi quelque chose qui concerne beaucoup de territoires. Il y a aussi le point de se dire cette hybridation d'offres, parce que si nous, on réfléchit demain à cette conférence des territoires, c'est aussi l'idée de dire qu'il faut des moyens nouveaux. Les moyens nouveaux, l'État nous dit, il va falloir aussi les chercher dans des poches autres que celles de l'État. On est plutôt d'accord sur le fait que le principe du pollueur-payeur est un bon principe. Celui qui bénéficie finalement de cette dématérialisation peut aussi contribuer financièrement, et les entreprises sont le cas. Et finalement, vous, c'est ce que vous avez expérimenté depuis le début, puisque ça a été la source de votre création. Et du coup, c'est intéressant de voir qu'on peut finalement aussi faire évoluer à la demande à partir d'un socle de compétences, d'approches pour
adapter finalement l'offre de service aux besoins. Donc quand on est auprès d'une personne âgée en EHPAD à domicile, on ne fait pas tout à fait le même parcours qu'une personne qu'on va aider dans un lieu d'accueil à faire une démarche administrative. Pour autant, les savoir-faire que vous développez sont le socle commun de tout ça. Quand on a discuté, vous nous disiez néanmoins il faut faire attention à pas devenir un espèce de couteau suisse impossible avec de plus en plus de services à prendre en compte avec des moyens stables, voire en diminution. Ça, je pense que c'est un point d'alerte, je vous laisse le passer, qu'on va garder en tête assez fortement. Alors, pour la suite. C'est tout à fait exact. Si on revient sur la slide de la gouvernance, je peux pas revenir. En fait, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, cette gouvernance hybride, c'est à la fois une très grande force et en même temps, par moment, ça peut être aussi une faiblesse. On le voit parce que, notamment l'État, il y a quelques années, a labellisé, a lancé le label Maison de service au public, qui est devenu aujourd'hui Espace France Service. Et je ne sais pas si vous connaissez ce label, mais en fait, très concrètement, aujourd'hui, on a un accueil de premier niveau on était un accueil de premier niveau dans le cadre des maisons de service au public pour 5 opérateurs. Donc CAF, CARSAT, CPM, Pôle emploi. Je dis bien accueil de premier niveau, c'est important parce que ça veut dire qu'on ne se substitue aucunement aux maisons de la métropole, aux travailleurs sociaux, mais on est vraiment là pour aider et accompagner sur les premiers temps, sur la connaissance de leurs droits, les personnes en fragilité. Ceci dit, qu'est-ce qu'on voit? C'est que ces maisons de service au public deviennent aujourd'hui Espace France Service et que de 5 opérateurs, on passe à 9 opérateurs. Tout ça pour la même somme identique et le même financement. Donc c'est pas du tout une interpellation à l'égard de mes congénères qui sont ici présents sur la logique de l'État. Mais voilà, on déploie énormément de moyens sur le numérique. Aujourd'hui, l'État développe énormément de moyens. Moi, il y a une vraie question que je me pose, c'est qu'elle en enlève ailleurs. Les contrats aidés ont été supprimés. On a une nouvelle version qui est nettement moins bien rémunérée. Et derrière, on raisonne en silo. On raisonne en silo, c'est-à-dire que, et ça c'est une vraie conviction, aujourd'hui dans nos PIMS, l'exclusion elle est sociale et elle est économique. Et on rajoute à ça une exclusion numérique. Donc bien évidemment, quand vous financez le numérique, quand l'État finance le numérique, il ne finance pas l'exclusion sociale et économique qui est en premier lieu, qui est la grande fragilité des publics que l'on accompagne. Donc première faiblesse. Deuxième faiblesse, c'est le fait que les financements des collectivités territoriales, elles ne sont pas extensibles à l'envi. Voilà. Et très concrètement, on ne peut pas leur demander non plus de tout financer. Et que c'est de la même chose pour les budgets RSE des grandes entreprises qui sont fondatrices des PIMS. C'est pareil. Aujourd'hui, elles ne peuvent pas financer la part de désengagement de l'État. Donc, très concrètement, comment on arrive à avoir un équilibre des acteurs financeurs, pour s'assurer de la pérennité des dispositifs. Voilà. Merci, parce que c'est un point qui paraît important à prendre en warning pour ce qu'on va construire localement sur ces conférences de financeurs qu'on appelle de nos voeux. Je suis désolée, on va avoir très peu de temps pour répondre aux questions, etc. Mais peut-être un dernier mot pour si l'un ou l'autre veut réagir. Et puis ensuite, on passera la parole à la partie participation citoyenne. On est sur une fin de journée, on va essayer de préserver le temps des autres. Je souscris complètement à la question de la réduction des moyens et de ne pas cacher l'arbre avec la forêt, des vrais soucis quand même des gens initiaux. Toutefois, juste un petit bémol sur le fait qu'on a mené un travail, on commence à mener un travail, et je pense que la conférence des financeurs appelée de vos voeux arrive à point nommé, sur l'identification des lignes sous-consommées. Et notamment, on en parle beaucoup sur la question des fonds européens. Aujourd'hui, on a quand même une très grande majorité des fonds européens qui sont sous-consommés. C'est pas un hasard s'ils sont sous-consommés, c'est qu'il y a voilà, j'y viens. C'est qu'il y a beaucoup de freins justement à leur mobilisation. Pour autant, nous, ça nous interpelle. Alors, sans qu'on ait de réponse clé en main, en tout cas, il nous semble urgent d'attaquer un travail de la capacité à libérer ces fonds-là ou en tout cas aller les chercher. Alors, quand on parlait de gouvernance, je pense qu'il y a une juste articulation et que vous parlez des collectivités. Je pense que la capacité des collectivités à aller chercher ces fonds-là et finalement à assurer une position d'ingénierie financière, je
pense à des collectivités qui ont les ressources en ingénierie en interne hein, pour le faire, bien évidemment. Coucou la métro. Mais voilà, ou en tout cas, nous, peut-être à notre rôle. Il faut aussi des dispositifs qui soient disponibles pour toutes les collectivités, on est d'accord. Tout à fait, exactement. Voilà. On a comme partout sur les fonds européens un cloisonnement. Quand on est en quartier politique de la ville, ça a été dit, c'est plus facile, il y a plus de fonds. Pour autant, on a aussi, par exemple, sur le FEADER, qui est plutôt le fonds agricole, des lignes qui pourraient être mobilisées. Comment ? Ah, ouais, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est en fin de programmation, c'est-à-dire les budgets européens sont sur une période de 6 ans, et qu'il y a de l'argent qui va retourner à la Commission européenne, avec probablement une réduction sur la prochaine programmation. Donc, en tout cas, il nous semble important d'identifier pourquoi ces fonds-là ne sont pas mobilisés. Donc, il y a aussi des recommandations à faire remonter au service de l'État. Pardon ? Vous dites qu'on peut les demander, mais ils ne sont pas fléchés, et du coup, vous n'arrivez pas à les obtenir, quoi. Ouais. Et du coup, je maintiens qu'à mon avis, il y a eu aussi une forme de lobbying voilà, dans la manière dont les fonds européens sont structurés au niveau national. L'État et ses partenaires, via des instances de coopération, définissent les manières dont les fonds européens, le FEDER, le FSE, va être déployés en France. Et donc là, on est dans une phase où pour la prochaine programmation, ils sont en train d'engager les concertations, je cherchais le mot, avec les différents partenaires. Les conseils départementaux ont probablement été associés. Pour nous, il y a urgence à dire, activons ces leviers-là pour que les manières, on va dire, technico-administratives dont les fonds européens vont être déployés en France soient beaucoup plus facilement, alors en étant réaliste, hein, mais soient plus facilement mobilisables au plus près du territoire, puisque aujourd'hui, ça reste quand même une quantité d'argent. Oui, alors moi je suis. Enfin, on peut être que d'accord avec ce qui vient d'être dit. Après, nous, on sort d'un programme Fonds social européen. C'est 3 ans de trésorerie qu'il faut avoir. Donc très concrètement, la capacité financière d'une association, c'est pas du tout celle effectivement d'une collectivité ou d'un opérateur public. Et tu parlais d'ingénierie financière, il n'y a pas que l'ingénierie financière, il y a vraiment effectivement la capacité de trésorerie à mener des actions financées sur ces fonds. Tout à fait. Je pense que c'est un énorme chantier hein, qu'on ouvre très clairement sur cette question des fonds qu'on va aller chercher, de l'hybridation, etc. Il faut effectivement qu'on soit assez transparents les uns avec les autres sur les limites réelles et qu'on puisse essayer de trouver peut-être des entités porteuses. Hein. Cette idée de conférence des financeurs, c'était peut-être d'avoir une entité porteuse commune qui puisse faire appel à des fonds, qui puisse les fédérer et le redistribuer derrière. Et nous, ce qu'on appelle de nos voeux, c'est que ce soit les collectivités, donc l'intérêt général, qui définissent les critères pour la redistribution après, pour qu'on puisse effectivement faire de la péréquation opérationnelle, les petits, les moyens et les grands puissent retrouver quelque chose. Alors ça, c'est le dessin idéal de ce qu'on veut faire. Je pense qu'on a un peu de travail pour y arriver, mais en tout cas, c'est ce qu'on démarre tous ensemble. Et je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette table ronde un peu rapide, mais qui ouvre ce chantier. Et c'était important de l'ouvrir avec vous tous. Et on vous donne rendez-vous pour continuer à travailler. Et on reviendra au prochain forum, en tout cas, pour vous dire ce qu'on a fait pendant ce temps-là. Donc, on s'engage à revenir avec des nouvelles idées et peut-être des pistes très concrètes. Merci beaucoup. On vous applaudit et puis je laisse la parole à la question de la participation citoyenne, qui est évidemment tout à fait complémentaire à ce qu'on vient d'évoquer ici. Donc on va appeler Thibaut Dernancourt à nous rejoindre pour cette dernière séquence de ce forum. Thibaut, tu es là. Je suis désolée d'être en retard. Mais nous avons commencé en retard, on a essayé d'être pas plus en retard. Et du coup, pour cette table ronde, on sera accompagné de Véronique qui est là, Maïté qui est là aussi, je crois, Frédéric de la Caisse des dépôts, Banque des territoires, Taoufik de WeShare et Arnaud de la DITP. Je vous en prie. La zapette qui remarche. Alors pendant que vous prenez place, et bon courage pour les quelques minutes qui restent, puisqu'effectivement ça va commencer à être un peu dur et on va avoir beaucoup de monde partir. On en a déjà vu un peu. Là sur cette table ronde-là, on voulait essayer de traiter la question de l'inclusion, mais en se disant qu'on avait beaucoup parlé d'inclusion numérique. Le ministre lui-même en a parlé, il y a eu beaucoup de tables rondes sur l'inclusion. Et on s'est beaucoup demandé comment inclure. Et là, le but de cette table ronde, c'est un peu de réfléchir à finalement, une fois qu'on a dit comment inclure, de poser la question de inclure à quoi et inclure pourquoi.
et notamment de se dire, par rapport à cette question de l'inclusion, que pour tout ce qui touche à la participation citoyenne, l'inclusion du citoyen à la prise de décision n'est jamais quelque chose qui se passe facilement. Et qu'en fait, le citoyen, quand on le fait rentrer dans le système institutionnel, c'est comme un chien dans un jeu de quilles. Globalement, cette fameuse parole citoyenne, une fois qu'on l'a collectée, on ne sait pas bien quoi en faire. Et qu'entre l'indifférence qu'on peut rencontrer des élus ou des services à ce que peuvent dire les citoyens, ou la contestation où on a vraiment une guerre des clans entre ce que les uns pourraient dire et ce que les autres peuvent dire et une sorte de synthèse impossible, on a derrière des questions un peu compliquées. Donc là, le but, c'était de voir, finalement, d'essayer de réfléchir aux freins et leviers, mais surtout de se dire pourquoi est-ce que c'est si difficile, et est-ce que ce constat-là, il est partagé par des acteurs qui côtoient cette réalité au quotidien. Est-ce que c'est si difficile, finalement, de faire entrer cette parole institutionnelle, citoyenne, dans le système institutionnel ? Et finalement pourquoi? Et puis est-ce qu'on n'a pas aussi des expériences un peu plus enthousiasmantes ou en tout cas des quelque chose qui ont été un peu testés pour pas simplement rester sur un tableau assez noir. Donc voilà, je voulais commencer avec Maïté qui avait l'occasion avec la mairie de Vincennes de vous présenter une initiative qui a le paradoxe d'être finalement assez simple. Oui. Et finalement assez exceptionnelle puisque pas grand monde le fait, mais c'était finalement une consultation qui était aussi bien interne qu'externe, qui était même interne puis externe, mais en tout cas qui a pu permettre d'apporter quelques bénéfices. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots le dispositif et puis l'effet levier que ça a pu induire? Oui, bien sûr. Effectivement, c'était assez simple. Donc, les élus, les adjoints en charge de la transformation et de l'innovation ont eu l'idée de consulter tout simplement les agents de la ville de Vincennes en lien avec la direction générale et ont mis en place une boîte à idées qui était forcément numérique, mais également sur des endroits un peu excentrés qui a vraiment moins de connexion aussi par des urnes classiques, de se dire ensemble, simplifions, innovons. Vous êtes, et c'était de remettre les agents aussi acteurs et responsables des démarches et des services qu'ils proposent aux citoyens. C'est aussi eux les mieux placés parce qu'ils sont au quotidien avec les citoyens et ils peuvent voir les faiblesses, ils ont des forces, ils sont force de proposition. Et donc ça a été un grand brainstorming au niveau de la ville, porté par les élus et la direction générale et qui en fait était dans une dynamique vraiment de mettre à l'aise les agents. C'était une consultation anonyme et de dire allez-y, lâchez-vous, que ça soit sur les secteurs qui vous concernent dans vos métiers, mais sur les autres services également, parce que vous êtes également citoyen, que ça soit de Vincennes ou d'une autre ville. Vous êtes papa, maman, grand-père, enfin bon voilà. Et voilà, votre avis nous intéresse et on aimerait bien voir qu'est-ce que vous pensez pouvoir proposer pour simplifier les démarches, que ça soit vis-à-vis des Vincennois, mais également en interne par rapport aux services, à l'organisation interne des services. Et ça a très bien marché, donc c'est une consultation qui a lieu en 2016, de juin à septembre. On a collecté plus de 250 idées. Il y a eu un comité de sélection représentatif avec les agents, les élus et la direction pour pouvoir les prioriser. Un comité de pilotage qui a été mis en place pour pouvoir ensuite mettre en œuvre les idées. Donc, et ça se poursuit encore aujourd'hui parce qu'il y avait des idées qui sont très faciles à mettre en place, d'autres qui prenaient un peu plus de temps, des plans de formation, des réorganisations de services. Et ensuite, il y a eu un deuxième volet, c'était de dire on va aller consulter les Vincennois sur, effectivement, ensemble, simplifions, innovons. Vous, en tant que Vincennois, quelles sont les idées que vous avez pour simplifier votre quotidien? Et là, on a récolté, entre janvier et juin 2017, 192 idées. On a procédé de la même façon. Il y a eu un comité de sélection, des Vincennois représentatifs, des élus, des services. On les a priorisés, comité de pilotage qui met en œuvre. Et donc après, j'ai pas les chiffres sur. J'aimerais bien, je les ai pas encore parce qu'on finalise justement cette démarche avec près de 90% des idées déjà réalisées, mais j'ai pas le chiffrage en fait qui va en face. Donc c'est un boulot à faire. Alors ce qui a permis, c'est ce qui est important, je pense, dans cette démarche-là à retenir, c'est en fait qu'on est synchronisé et qu'on accompagne aussi le changement en interne. C'est-à-dire qu'on ne va pas imposer, c'est pas le citoyen qui est confronté face aux agents et les agents qui prennent en fait dire voilà c'est du descendant, on doit encore faire un truc supplémentaire, ce qui peut arriver, c'est un frein. C'est-à-dire qu'on a mis les agents en acteurs
Et du coup, ils étaient impatients d'avoir les retours et les idées des Vincénois en disant « Ah, mais qu'est-ce qu'eux ont pensé ?» Et donc là, tout de suite, on n'est pas dans un... On est en acteur, on est en collaboration, même si ce sont des phases qui sont différentes, mais en tout cas, la dynamique avait été créée. Et du coup, ils sont acteurs du changement, et donc ils sont plus à même aussi de recevoir les idées et de pouvoir en fait innover. Et en fait, ça se passe très très bien parce que l'innovation, c'est pas non plus une grosse bête et c'est la simplification au quotidien. Mais quand on les associe, et je pense qu'il faut toujours amener la démarche en parallèle. Il ne faut pas oublier les citoyens, mais il ne faut pas oublier les agents non plus. Merci beaucoup. François, vous travaillez à la Banque des Territoires. Vous allez nous présenter rapidement, j'espère, quelques actions que vous menez sur ces sujets de participation, mais avec une question qui vous est posée. Vous avez notamment mis en avant un certain nombre de cas d'usage. Est-ce que vous avez la conviction, en termes de participation, que aligner des cas d'usage, ça suffit à lever des freins? Est-ce que fondamentalement, en termes de participation, à part se lancer soi-même, expérimenter soi-même et se convaincre soi-même que ça peut servir, tout ce qui va être du ressort de la bibliothèque de cas d'usage est certes utile, mais ne pourra pas aller jusqu'à lever toutes les résistances? On a déjà un peu la réponse dans la question, mais... Alors très rapidement, un mot pour dire que je m'appelle François Panouillet, je travaille pour les questions de Smart City. Et à la Banque des Territoires, on n'est pas les seuls, on est convaincus que la Smart City, c'est pas uniquement une histoire de capteurs, de caméras, une ville un peu déshumanisée, mais c'est aussi une ville qui sait s'appuyer sur l'intelligence collective, l'intelligence citoyenne. Cette intelligence, elle peut être mobilisée à travers des outils numériques, mais pas uniquement. On avait sorti un guide en 2018 qui s'intitulait « Le numérique va-t-il hacker la démocratie locale ?» Et clairement, la réponse est non. On peut utiliser des outils numériques, mais il faut absolument associer ces outils à une démarche globale en présentiel, sur le terrain. Sinon, on constate qu'on ne va pas bien loin. Dans ce guide, on faisait quand même le constat d'un vrai engouement des collectivités pour les outils de participation citoyenne. D'abord les grandes villes, les départements, les métropoles, mais de plus en plus les petites et moyennes collectivités. On comptabilisait en 2019 un peu plus de 200 villes qui avaient mis en place des budgets participatifs. Alors, parfois, certains élus, disons, prennent ces questions uniquement sous le prisme de la communication, du marketing territorial, avec parfois, pour les outils numériques, un biais de certains élus qui veulent disposer de gadgets et qui prennent vraiment sous l'angle de la communication. Il est difficile d'évaluer les retombées, mais ce qu'on constate également, c'est qu'il existe aujourd'hui une offre foisonnante avec de nombreux acteurs et un véritable besoin d'accompagnement de ces collectivités sur ces questions de participation citoyenne. Et on a mis en ligne sur le site de la Banque des Territoires une sorte de recueil d'initiatives où on comptabilise une cinquantaine d'expériences sous forme de fiches synthétiques et standardisées que je vous invite à consulter. Ces fiches permettent à la fois d'avoir des fiches qu'on a d'ailleurs co-construites avec Maïté, permettent d'avoir à la fois le retour d'expérience et le témoignage de la collectivité, sur des enjeux très concrets, sur les prestataires utilisés, le cas échéant, les budgets, les moyens humains, financiers nécessaires. Et on constate que ça aide certaines collectivités à se lancer, d'aller voir ce qui se fait chez le voisin et d'échanger au maximum avec d'autres porteurs de projets. Merci beaucoup. Véronique, vous êtes directrice générale d'Inexine. Inexine développe des intranets, extranets, réseaux sociaux, plateformes de participation ou de contribution, notamment pour les collectivités. Et vous avez une expérience dont vous pouvez nous parler, qui est d'une utilisation du numérique, non pas en confrontation avec les acteurs et instances de participation dites classiques, mais plutôt à leur disposition, où, si je ne dis pas de bêtises, vous avez mis à disposition un réseau social pour un conseil citoyen.
Voilà. En fait, avec la ville de Tours, ils avaient une problématique, c'est qu'ils avaient en fait des comités de quartier qui leur faisaient remonter en fait des difficultés pour organiser, animer en fait leurs conseils, puisque en fait ces conseils étaient avec des personnes de tout type d'âge et de tout type de fonction. Et donc, il y avait une difficulté à animer ces comités et à faire sortir en fait des projets parce que les gens n'avaient pas les mêmes disponibilités, ne venaient pas forcément aux réunions et après se sentaient frustrés de ne pas avoir eu l'information. Les jeunes attendaient utiliser entre eux des outils numériques de type Facebook et autres pour partager, mais n'étaient pas en lien avec les autres. Donc, il y avait une problématique en fait d'animation et d'organisation en fait de ces groupes de travail. Donc on les avait rencontrés, je pense, aux intercos, et on avait échangé sur une plateforme qu'on met à disposition de nos clients et qui permet en fait de créer des groupes de travail pour de type Facebook. L'environnement est il n'y a pas une grosse appréhension technique pour s'emparer de cette plateforme. Et donc, l'idée était de permettre à ces groupes de travail d'avoir en fait tous les contacts des personnes faisant partie du groupe, d'avoir les documents de travail, d'avoir les restitutions des comptes rendus, d'avoir les réunions et finalement de faciliter grandement la vie et l'organisation de ces réunions et comités de quartier. Donc il y a 7 quartiers, il y a eu 12 groupes qui se sont constitués avec des thématiques, 9 thématiques différentes pour les quartiers. Donc, et il y a eu une centaine d'utilisateurs sur ces différents conseils de quartier. Donc des thématiques assez classiques, environnement, circulation, mémoire, et parce que la ville de Tours leur donnait en fait à chacun un budget à allouer pour faire des choses dans la ville. Donc quand on a fait la réunion de lancement, et de présentation, on s'est retrouvé un peu confronté à ce qu'on disait tout à l'heure sur la précédente réunion, c'est des difficultés aussi d'appréhension des outils. Et donc pas forcément d'ailleurs par rapport à la notion d'âge, puisque en fait les jeunes avaient déjà des outils, eux, qu'ils utilisaient, qui sont les outils grand public, et qui n'avaient pas forcément envie non plus de s'enfermer dans d'autres outils, et c'était un petit peu ça la problématique. Donc voilà, ce qui est un peu différent d'autres personnes. Donc il y a eu des ateliers un peu de formation pour faire ça. Et puis finalement, le résultat aujourd'hui, à peu près après un an, c'est que effectivement, ce qui fonctionne bien, c'est finalement l'organisation des réunions des groupes, puisque ça permet aux animateurs de la ville de facilement distribuer toute l'information, puisque dès qu'ils vont mettre des documents préparatoires et autres, eh ben, tout le monde est immédiatement informé et personne ne peut dire qu'il n'a pas eu l'information. Et pour les groupes de personnes, ça leur permet effectivement, par rapport à la réunion, aux réunions, par rapport au compte rendu, de pouvoir être plus efficace, et ils l'utilisent beaucoup dans ce sens. Par contre, ce qu'ils n'ont pas l'air d'utiliser, c'est effectivement la notion de chat et vraiment d'échange en ligne. On peut se dire qu'ils le font pendant les réunions, mais pour l'instant, ils n'ont pas réussi à faire le saut intergénérationnel, c'est-à-dire utiliser cet outil-là entre eux. Je pense qu'ils continuent à avoir des groupes, des sous-groupes en groupe. Voilà. Voilà un petit peu le projet qu'on a mené à bien avec la ville de Tours. Sur la ville d'Istres, on est en train de
de lancer ça sur un conseil des sages. Peut-être qu'il y a le centre social aussi avec pas mal de partenaires qui va faire ça, et peut-être également pour le conseil municipal des jeunes. Donc pour en fait les aider à structurer leur groupe et à travailler plus facilement ensemble, voilà, pour les accompagner dans la concertation. Merci beaucoup. Arnaud, tu travailles aujourd'hui à la DITP, donc Direction interministérielle à la transformation publique. Avant, tu travaillais chez Etalab. Etalab accompagnait les gouvernements, ministères, administrations centrales à organiser plutôt des consultations en ligne. La DITP organisait plutôt les consultations en présentiel, ou apporter en tout cas son soutien. Et du coup, j'aurais 2 questions par rapport à ça. Bon, la première, tu as, après avoir notamment mis à disposition de faciliter pour les acteurs qui souhaitent lancer des consultations, la mise à disposition d'outils. Vous êtes passé dans un second temps à l'animation d'une communauté que vous appelez les mardis de la consultation, et qui est probablement un peu plus qu'un groupe de parole, mais où en tout cas quelque part où les acteurs, au moins au niveau national, qui lancent des consultations ont l'occasion justement de travailler sur ces pratiques, mais probablement aussi sur ces questions de freins et leviers. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et la deuxième question, qui est peut-être un peu plus personnelle, quand on est un transfuge d'Etalab, donc une structure assez habituée à travailler dans des conditions un peu plus agiles, et en tout cas dans le numérique, et qu'on arrive à l'IDITP, comment ça se passe dans des formats de travail qui sont probablement un peu moins souples, on va dire, que ce à quoi tu as pu être habitué? Comment ça se vit d'être un transfuge d'une organisation numérique à une organisation qui l'est un peu moins? Merci pour cette dernière question, pour laquelle je n'avais pas été prévenu, mais j'essaierai de m'en rappeler, en tout cas pour la première question. En effet, on parle de consultation de participation citoyenne inclusive. Alors, il y a 2 choses pour que ce soit inclusif. C'est que la participation citoyenne existe. Donc, en effet, toute l'essence du projet à l'époque d'Etalab, qui étaient les plateformes de consultation de l'État, et maintenant à la DITP, le centre de la participation citoyenne, qui a été lancé l'année dernière, c'est de faire en sorte que des consultations, qu'il y ait plus de consultations, plus de démarches participatives, plus de concertation, en levant tous les freins qui empêchent ou qui bloquent ou qui rendent difficile l'organisation de démarches participatives. Donc pour ça, on anime un partenariat avec la Civic Tech pour mettre à disposition des plateformes de consultation gratuites sur un premier niveau de service. On fait de l'accompagnement opérationnel sur les grands projets de transformation, typiquement le revenu universel d'activité, la réforme des retraites. On est vraiment dans les copiles et on travaille de manière opérationnelle. Et on met un certain nombre de ressources à disposition sur une plateforme agent.participationscitoyenne.gouv.fr avec des cas d'usage, des descriptions de méthodes, d'outils, des retours d'expérience, etc. et des kits méthodologiques. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour qu'il y ait plus de démarches participatives, et pour qu'elles soient mieux organisées, on fait tout ce côté montée en culture. Et donc les mardis de la participation, c'est cette communauté de pratique entre agents publics qui organisent des démarches participatives. Alors on l'a commencé il y a 2 ans, au moment d'Etalab en effet, et ça a pris beaucoup d'ampleur. On a plus de 160 personnes qui sont passées par la communauté à ce jour. Le dernier atelier, c'était cette semaine. J'avais prévu quelques photos si vous voulez les voir, mais on les diffusera peut-être tout à l'heure. Donc l'idée de ces mardis de la participation, c'est que pour pas créer des démarches participatives déceptives, il faut absolument monter en culture, monter en compétence sur ce que c'est que la participation citoyenne, quelle est la différence entre une consultation, une concertation, qu'est-ce que le devoir de suite, quels sont les engagements à prendre, ou en tout cas le niveau de transparence à avoir pour s'assurer que les gens qui participent ne soient pas déçus ou aient envie de participer. Et donc ces mardis de la participation, c'est le rendez-vous mensuel des agents publics qui organisent des démarches participatives. Ça s'est fait dans un premier temps de manière totalement informelle. On a commencé à 3. Et là, on est à peu près une quinzaine, vingtaine par session. Le but, c'est qu'on a fait ça avenue de Ségur, donc à Paris, mais qu'on commence, bon an, mal an, à avoir du Skype, de la participation à distance, des chats pour que les gens posent leurs questions. Et le but de ces mardis, c'est en fait avoir un espace clos, c'est-à-dire qu'il n'y a que des agents publics qui sont là, où aucun sujet n'est tabou, c'est informel, c'est-à-dire que vous pouvez venir proposer un sujet, on peut s'en saisir de manière très simple, mais on a quand même régulièrement des interventions, des retours d'expérience qui sont prévus avec des personnes qui viennent en fait présenter leur dispositif, et du coup la communauté échange pour dire qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment on aurait pu l'améliorer.
Et donc cette communauté de pratique permet en fait à la fois pour ceux qui sont peu expérimentés de finalement être soutenus, être rassurés parfois. C'est-à-dire qu'on peut aussi dire bah, voilà comment commencer, voilà comment se lancer, voilà comment convaincre ton sponsor pour faire la première démarche. Et ça permet aussi à des experts de se faire reconnaître leurs compétences. On a des collègues du ministère de la Transition écologique et solidaire qui ont une très grande expérience de la participation citoyenne, qui sont des participants réguliers et qui peuvent comme ça aussi nous aider à conseiller ces agents publics. De cette communauté, donc il y a ces retours d'expérience, il y a pas mal d'activités, et on a aussi formalisé donc le kit de cadrage et le kit méthodologique qu'on met à disposition sur participationscitoyenne.gouv.fr a été aussi revu par la communauté, et on l'a aussi fait à partir de choses qu'on avait appris tout au long de ces années de travail ensemble. On a aussi une formation qu'on a du coup donnée au labo Occitanie, donc c'était aussi une première. Ça nous a permis, par exemple, notamment sur les plateformes numériques, de nous aussi monter en compétences, ou en tout cas formaliser des typologies de démarches, de formaliser, par exemple, des typologies de fonctionnalités parmi les différentes plateformes. Et toute cette connaissance, on essaye de la formaliser, de la partager de ces différentes manières. J'ai pas oublié ta question sur les transfuges. Je trouve, la DINUM et la DITP ont des manières très différentes de fonctionner. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, si je résume, la direction du numérique accompagne sur la transformation numérique. Il y a les startups d'État, il y a Etalab, il y a l'open data, il y a data.gouv.fr. On fait circuler de la donnée et on la valorise. La DITP va plus être sur l'accompagnement, sur des méthodes, sur l'innovation, les défis carte blanche, sur la transparence, sur l'écoute usagée, etc. Les méthodes agiles sont peut-être beaucoup moins présentes au sein de la DITP, mais je n'ai pas trouvé tant de différence que ça, finalement, notamment parce qu'il y a une équipe... Enfin, moi, je suis au sein de l'équipe innovation, qui, pour le coup... J'étais agréablement surpris. Et c'est drôle parce que, comme je fais rencontrer des collègues de la DINUM et de la DITP, les gens se rendent compte que finalement les silos, ça existe, et qu'on a beaucoup de préjugés qu'après un verre et un peu de saucisson, on voit exploser. Merci. Tu vois, comme j'ai esquivé ta question voilà, brillamment. Une question piège qui ne l'était pas du tout. Donc. Taoufik, merci d'avoir pu te rendre disponible. Effectivement, il y a quelques mois, vous avez publié avec WeShare une tribune et une étude qui était assez critique sur la fracture numérique. Et si j'essaye de le résumer, mais tu vas probablement nous le dire mieux que moi, tu nous expliquais qu'en fait, comme souvent dans le numérique, on raisonne un peu de travers, ou en tout cas on calque un certain nombre de fonctionnements ou analyses existantes sur une réalité qui est peut-être un peu différente, et que, en pensant un peu mal, du coup, on aboutit à des dispositifs qui sont assez inadaptés et qui, du coup, sont pas trop efficaces et qui manquent aussi assez facilement leur cible. Est-ce que c'est à peu près ça? Et tu nous as aussi dit que tu allais réveiller un peu l'assistance, donc je compte sur toi pour avoir une intervention vive. C'est mieux là? Oui. Merci Thibaut, merci à tous les quatre et merci à vous toutes et tous d'être encore là, parce qu'on voit depuis tout à l'heure les personnes qui fuient pour prendre un train pour Paris ou Besançon. Je vais essayer de faire court parce que je voulais répondre à pas mal de choses, mais je vais essayer de m'en tenir dans un premier temps à ce qu'on s'est dit. Effectivement, avec WeShare, donc l'organisation au sein de laquelle je travaille, on a travaillé pendant 1 an sur le mythe de la fracture numérique dans les quartiers prioritaires. Donc on a publié une étude de recherche-action qui a été accompagnée par différentes entités, et j'en ai 2 exemplaires avec moi, et sinon elle est en ligne, évidemment disponible gratuitement, où je pourrais vous en envoyer à domicile. Mais finalement, ce n'est pas le sujet. Et effectivement, on a publié il y a récemment une tribune dans Libération pour un petit peu ruer dans les brancards sur l'utilisation massive de ce terme de fracture numérique. En fait, la question que j'ai envie de poser, c'est de se dire, et vous voyez, je suis venu avec 2 bouquins. Vous allez voir pourquoi. Le premier, c'est un bouquin qui a été écrit par Bernard Lahire. Est-ce que Bernard Lahire parle à quelques-uns ici? Non, c'est un sociologue français, brillantissime, vraiment, que je vous invite à lire, qui a publié un livre qui s'appelle « L'invention de l'illettrisme ». Peut-être que certains vont voir où je veux en venir. Et le deuxième bouquin, un peu plus proche de notre thématique table ronde, d'une Marion Carrel, tout aussi brillante que Bernard Lahire, et qui a publié un bouquin il y a déjà 6 ans, bientôt, sur 7 ans, « Faire participer les habitants ».
citoyenneté et pouvoir d'agir dans les quartiers prioritaires, populaires. Pardon. Pourquoi je dis ça? C'est que finalement, quel est le problème dont on parle? Quel est le problème? Quand on s'est intéressé à la question de la fracture numérique, concept qui sert derrière à mettre en œuvre tout un tas de solutions, ok, mais quel est le problème? Et c'est ce qu'on a essayé de creuser. C'est ce qu'on a essayé de creuser en s'intéressant aux pratiques quotidiennes d'habitants dans 4 quartiers prioritaires, de Besançon à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane. Et ce qu'on remarque, et bon, je voyais Gérald qui souriait là-bas, mais puisqu'on a déjà discuté avec beaucoup d'entre vous, c'est que la vision que certains peuvent avoir d'un certain point de vue, qu'on soit derrière un bureau dans une collectivité ou dans une institution de l'État, et ce qui se passe véritablement dans la vie quotidienne des habitants, et il y a un écart qui est juste monstrueux. On a interviewé à peu près 200 habitants en entretien semi-directif et en atelier. La plupart de ces habitants, quand on leur explique, quand on parle de numérique, le numérique, il est dans leur vie de tous les jours. C'est même pas un sujet, en fait. Le sujet, et je vous révèle rien, hein, je pense que vous êtes tous sur le terrain, mais le sujet, c'est pas de savoir si je suis à l'aise ou pas avec le numérique. Le sujet n'est pas de savoir si je suis exclu ou inclus du numérique. Le sujet n'est même pas de savoir si j'ai besoin d'une formation. Le sujet de ces habitants, de ces personnes, c'est de pouvoir mener leur vie selon leurs priorités et de savoir comment ils peuvent, bon an, mal an, s'accommoder à ce que l'État et à ce que les collectivités attendent d'eux en termes de comportement. Ce qu'ils attendent d'eux en termes de comportement. Donc on peut avoir des attentes d'un point de vue de la démocratie participative, mais on pourra revenir là-dessus, et il y a des attentes de ces habitants sur les questions d'utilisation de services dématérialisés. Et ça, c'est vraiment un point qui est fondamental. Et pourquoi je le ramène, vraiment, je reviens sur cette question du problème social. Quel est le problème social qu'on cherche à adresser en martelant autour de l'électronisme, en martelant autour de la fracture numérique, en martelant même autour de la question de la démocratie participative? Pourquoi est-ce qu'on cherche absolument à ce que des habitants participent via différents modules, conseil citoyen, conseil de quartier, plateformes comme celle que vous éditez, Thibaut, ou d'autres, Civic Tech? Pourquoi est-ce qu'on cherche absolument ça? Bon certains sociologues ont des avis là-dessus, certains philosophes également, des politistes ou autres. Il y a des personnes au sein des collectivités qui ont des idées, il y a des responsables d'associations. Et moi, mon travail, en tout cas ce que j'essaie de faire, c'est de faire en sorte que ces personnes-là se parlent, de créer le bon niveau d'interaction entre ces personnes. Je vous donnerai juste un exemple et je repasserai la parole parce que je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est le dialogue. C'est que sur un des terrains sur lesquels nous sommes allés, à plusieurs reprises, sur ce terrain-là, on a une collectivité qui constate un très faible niveau de participation aux élections sur un quartier prioritaire. Et qui se dit, comment on règle ça? Bon, on voit que d'un côté, on a une problématique avec l'utilisation de services dématérialisés. On voit de l'autre côté qu'on a des plateformes, dites les Civic Tech, et on se dit, c'est génial. Le numérique, c'est à la fois le problème, donc on va venir mettre de la formation, et puis le numérique, c'est à la fois la solution, parce qu'il y a des plateformes qui vont permettre à des citoyens de venir participer. Et je pense que notre hyper-focalisation sur le numérique cache autre chose. Je n'ai pas la réponse, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on gratte collectivement. Et dans ce quartier-là, donc, au cours de cette étude, on discute avec des habitants, on discute avec des responsables de médiathèques, on vous en parlait sur la précédente table ronde, on discute avec tout un tas de personnes, et il se trouve que les habitants, en vérité, ils participent sur leur territoire. Mais ils ne participent pas là où c'est attendu. Ils participent au square, ils participent au centre social, ils participent à côté du restaurant. Une certaine forme de participation. Arnaud, merci, parce que tu parlais tout à l'heure de consultation, concertation, participation. C'est des notions qui semblent simples, mais qui en réalité cachent des concepts et donc, du coup, des méthodes
derrière qui sont extrêmement différentes, mais qu'on a tendance parfois à mettre dans le même sac. Voilà, je n'ai pas répondu entièrement à ta question, parce que je n'ai pas une réponse exacte. Moi, ce que je cherche à provoquer aujourd'hui, ici ou ailleurs, c'est une discussion. Et inclure la parole citoyenne au processus décisionnel, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. En tout cas, nous, à travers ce travail-là, on essaie d'apporter, si ce n'est pas des réponses, en tout cas de meilleures questions. Merci beaucoup. On va pouvoir prendre quelques questions dans l'assistance. Je regarde Céline par rapport au timing. Si vous en avez, je peux descendre avec le micro, à moins qu'on s'entende suffisamment clairement. Est-ce que vous avez, par rapport aux interventions des uns ou des autres, plusieurs questions, ou même une, ou pas du tout? C'est peut-être plutôt une réaction à ce que vous venez de dire. Globalement, je rejoins beaucoup de choses. Mais bon, Michel Lansard à TD Quart Monde, nous, depuis 62 ans, dans 30 pays, on vit avec les gens qui, justement, sont exclus le plus possible et ne participent pratiquement à rien de rien de rien. Et on se bat, justement, pour qu'ils puissent avoir la parole, ils puissent être entendus, puisque tout ce qu'on décide pour eux, y compris le numérique, hein, tout ce qu'on décide, c'est toujours pour eux, c'est toujours décidé par des gens qui ne connaissent pas leur vie, hein, et ils n'ont jamais rien à dire, juste à subir et à essayer de détourner pour arriver à survivre avec ce qu'on leur impose. Donc il y a quand même des gens pour lesquels il faut se battre pour qu'ils puissent participer et faire entendre leur voix, et c'est long. Et le numérique amène une notion de court terme, de vitesse. Hein, il nous faut une réponse tout de suite. Sur Lyon, je participe à la mise en place du pass numérique. Au niveau national, je participe au niveau du secrétariat d'État du numérique sur la mise en place des ateliers d'écoute. Et chaque fois, on me dit, mais il faut faire ça dans les 3 mois, il faut faire ça là. Et voilà, les gens avec qui je vis, on va mettre énormément de temps. Voilà, et donc, on n'a jamais... On fait, par exemple, des universités populaires avec Quart Monde. Il y en a une ce soir, par exemple, pour réfléchir sur les élections. Hein. Et en fait, je pense à un homme qui, pendant 3 ans, est venu en silence, en se mettant toujours au premier rang. Et puis un jour, il a pris la parole. Il a dit quelque chose qui était très intéressant. Puis tout de suite, il s'est retourné derrière pour voir. Il nous a dit après, c'est pour voir s'ils allaient se moquer de moi. Et donc, quand on vit avec des gens comme ça, eh ben oui, il faut se battre pour qu'ils puissent avoir la parole. Voilà ce que je voulais compléter par rapport à... Merci. Pour information, ce bouquin, L'invention des lettrismes, a été écrit en s'intéressant au travail de TD Quart Monde. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions? Bonjour. Oui, juste quelques éléments par rapport à la réaction de monsieur d'ATD Quart Monde. Il n'y a pas d'injonction contradictoire, en fait, en termes de ce qu'on doit faire. Hop, je suis derrière. Bonjour. En fait, on est tous en train de mettre en place des stratégies essais-erreurs. S'il y en a qui avancent vite, parce qu'il y a aussi des urgences auxquelles on peut répondre à l'instant T, ça n'empêche pas d'incorporer au fur et à mesure les constats qu'on fait, ce qu'on appelle souvent les externalités négatives, comme quoi il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il y a des choses qui ne sont pas sobres, il y a des choses qui sont mal designées, etc. Et pour moi, c'est exactement la même chose que le concept de fracture numérique. Si le concept de fracture numérique a permis à certains de rentrer dans l'histoire, de s'intéresser aux problèmes, tant mieux. Enfin, à la limite, il faudrait qu'on ait une bibliothèque de raisons d'engagement, de raisons de s'impliquer, et finalement, laquelle fonctionne pas, on saura à la fin de l'histoire. L'enjeu, c'est que tout ce qui peut servir de levier à ce que les gens s'impliquent, finalement, on doit le mettre dans l'histoire. Et le risque, c'est de chercher à savoir quelle est l'analyse qui est la meilleure, alors qu'en fait, vu les temporalités dans lesquelles on est, il faut assumer qu'on est en train de faire en même temps du prototypage et de la massification, qu'on est en même temps, et parfois on génère là aussi des difficultés. Par exemple, nous, la grande question qu'on se pose
au niveau d'Aptic, c'est que si on arrive à contribuer à faire en sorte que 13 millions de Français deviennent utilisateurs du numérique, eh ben on est en train de fabriquer des pollueurs potentiels. Donc on se prend la tête avec ça en se disant, ben, oui, mais est-ce que ça a du sens de faire en sorte que tout le monde soit dans l'inclusion? Parce que du coup, tout le monde va avoir un impact énergétique, etc. Mais il faut bien qu'on commence par un bout, parce que sinon, le temps qu'on finisse nos discussions de salon, il y a des gens qui sont dans le non-recours au droit, et ça, pour le coup, c'est pas très acceptable. Pour péter l'ambiance, un peu. Ah, bravo. J'ai un petit commentaire du coup, sur les deux interventions. La première, c'est qu'on a trop souvent tendance à s'adresser aux gens en tant qu'usagers. Donc forcément, les enfermer dans une sorte de... de quelle manière est-ce que vous venez au comptoir de votre service public? De quelle manière est-ce que vous consommez tel ou tel produit? Et justement, nous, on essaye à la DITP de promouvoir un avis qui est qu'il faut s'adresser aux gens en tant que citoyens. C'est-à-dire demander aux gens leur avis sur l'intérêt général. Et ça, tout le monde est capable de le faire. C'est vachement important, en effet, de pouvoir différencier les différents types de méthodes, notamment parce qu'il y en a qui sont plus ou moins vertueuses que d'autres en termes d'inclusion. Par exemple, le fait d'avoir des panels, donc du tirage au sort et du recrutement de personnes en fonction de données socio-économiques, c'est des choses qui se font. Par exemple, sur la Convention citoyenne pour le climat, on en pense ce qu'on veut, mais il n'empêche qu'il y a du ciblage de toutes les populations représentatives de la France. Sur l'atelier citoyen des ITP, qu'on a mis en place notamment pour le revenu universel d'activité ou la réforme des retraites en 2018, on avait dans la salle des gens qui n'avaient pas le bac, qui avaient le bac, qui étaient à bac plus 12, qui avaient un peu d'argent, pas beaucoup d'argent. Et tous ces gens-là, par les techniques d'animation, pouvaient du coup s'exprimer, et c'était une expérience inoubliable, je pense, pour la quasi-totalité des gens qui ont participé à l'atelier. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais ça veut dire qu'en effet, il faut en tout cas faire attention à ce genre de choses et pas mettre toutes les démarches participatives dans le même sac. On a trop souvent des gens qui, de bonne foi, et c'est pour ça que moi j'encourage les gens qui font, qui essayent pour tester et corriger et en discuter, mais il y a beaucoup de gens de bonne foi qui font une démarche participative et qui se rendent compte qu'en fait, c'était pas de la codécision, c'était pas de la concertation, c'était une consultation parce qu'en fait je leur ai demandé de donner leur avis, mais c'est moi qui ai décidé tout seul ce que j'allais en faire. Alors s'en rendre compte à la fin, c'est quand même un peu problématique, mais ça arrive, et c'est pour ça que nous on recommande de ne pas le faire, ou alors de le faire sur un tout petit périmètre pour tester par exemple en interne ou ce genre de choses, ou en tout cas être très vigilant sur ce genre de paramètres. Sur la transition écologique et solidaire, c'est pour ça que je parle de sens et de citoyen d'intérêt général, puisqu'en effet le numérique devrait exclusivement servir à améliorer notre vie ensemble et l'orientation qu'on prend collectivement, et pas à multiplier le nombre de terminaux qui évidemment sont faits à partir de terres rares et de choses qui vont bientôt manquer. Merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres témoignages ou questions? Eh bien, merci à tous et bon retour.